Bonjour à tous et bienvenue pour ce live classroom. Je suis Florian Berthelot, responsable du pôle industrie chez F3DF et je suis accompagné aujourd'hui de Thomas Gobert, formateur Fusion 360. Nous allons être ensemble pour à peu près 1 heure et nous allons parler de rétroconception. J'ai aussi avec moi Benjamin Masseron qui est en direct de Salut Paris. à tous. Bonjour. Il va aujourd'hui co-animer avec moi vos questions. Je vous rappelle que ce live est en direct. Il est proposé sur la plateforme F3DF e-learning et il est ouvert à tous pendant cette période de confinement. J'espère que vous êtes bien tous à la maison et que Ça vous va. êtes prêts pour 1 heure ensemble. Alors, comment va être réparti ce temps? On va avoir, du coup, j'ai demandé à Thomas de faire une intervention d'environ 20 à 30 minutes pour ce workshop et on gardera un temps de questions pour essayer de aussi partager vos expériences et répondre aux interrogations que vous avez pu avoir pendant ce live. Donc Thomas Gobert, tu es avec nous aujourd'hui, à la maison aussi. Oui, Donc, tu as l'habitude d'accompagner des clients dans l'industrie, mais également dans d'autres secteurs. Tu as développé une expertise sur le scan 3D et du coup, a fortiori, par le passage en rétroconception. tout à Donc, fait. merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Je sais que tu es aussi très occupé également à la production en impression 3D dans la lutte contre le Covid-19 et tu t'es libéré spécialement pour nous. Donc merci encore pour ça. Du coup, je vous invite à fermer vos micros le temps de l'intervention et on se retrouvera bien sûr en caméra, en chat ou avec vos micros pour le temps des questions. Thomas, je vais te laisser la parole et peut-être déjà partager ton logiciel. Je vous rappelle que nous sommes sur Fusion 360, donc le logiciel d'Autodesk qui nous permet de jongler entre la CAO et le design. Et du coup, si vous souhaitez, vous pouvez aussi ouvrir vos logiciels pour suivre ces éléments-là. Ça va arrêter ton partage, on est d'accord? Tout à fait, c'est toi qui vas reprendre la main, c'est Ok. toi le chef. Et du coup, c'est moi qui reprendrai tout à l'heure pour la séance question. Ok, donc là, bonjour à tous. Florian a bien décrit ma fonction où voilà, je fais du rétro-engineering dans le but d'industrialiser en fait les process qui sont parfois artisanales, je ne sais pas si ça se dit, mais bon. Là, je pense que vous voyez mon écran. Donc, tout au long de cette présentation, je vais vous montrer ce qu'est pour moi de la rétroconception grâce au logiciel Fusion 360 que j'utilise depuis quelques années maintenant et qui est tout à fait adapté à mes besoins. Pas besoin de passer sur un autre logiciel qui est plus cher et plus connu, mais dont je ne citerai pas le nom. Si jamais vous avez des remarques, n'hésitez pas à les donner dans le chat. J'essaierai de regarder durant la présentation. Alors, petit rappel sur la rétroconception. La rétroconception, c'est quoi? C'est tout simplement de la conception en partant à l'inverse, c'est-à-dire en partant d'une pièce qui est existante et de remonter jusqu'à l'étape de conception. Donc la conception, elle se fait anciennement, elle se faisait par dessin, tout simplement, sur papier. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils informatiques qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite. Voilà, on part de l'existant pour repartir sur la conception. Votre partage est en pause. Reprendre le partage. Alors, je pense que vous voyez. Voilà. Là, vous avez sous les yeux une pièce, dont je ne vous citerai pas la fonction, puisque c'est une pièce pour un client, mais qui est un très très bon exemple de rétroconception. Je m'assure quand même que vous voyez bien
tous la pièce. Oui, là on voit bien ton. Ouais, Ouais, ok. tout à fait, impeccable. Alors ici, là, sous mes mains, en fait, j'ai une pièce qui a une partie qui est usinée. Donc vous pouvez le voir ici, on a un triangle qui est complètement usiné. Hein. C'est vraiment une pièce qui sort d'une chaîne de production qui est parfaitement taillée, dans lequel il y a des trous qui sont parfaitement normés, avec certains des pas de vis et d'autres juste des trous pour le positionnement. Et on a une autre partie en fait sur cette pièce qui est finalement qui est un coude, enfin un enchaînement de coudes qui est ni plus ni moins que des tuyaux de plomberie, en fait, tout simplement, qui vont permettre donc, alors si j'enlève cette partie de plastique que j'aurais dû faire avant, on voit que c'est un tube de plomberie hein, qui est en cuivre. Et ce coude, ce tuyau, donc cet enchaînement de coudes, en fait, il a une forme spécifique qui lui permet en fait de venir s'insérer en fait dans la machine pour laquelle il est fait. Si ce coude n'avait pas ces angles, si ces coudes n'avaient pas ces angles-là précis, il serait impossible en fait d'insérer cette pièce triangulaire qui est en bronze dans la machine et donc par conséquent la fonction principale de cette pièce c'est d'apporter du liquide puisque vous voyez c'est creux. Donc, c'est un tube d'injection et sans ce tube, impossible en fait d'injecter le liquide dans la machine pour laquelle cette pièce est faite. Et donc, ce tube, donc, il a une forme très spécifique. Il a été fait par des artisans. Ce n'est pas des plombiers, mais ils savent quand même faire du bon travail. C'est-à-dire que sur ce tube, en réalité, vous avez des coudes qui sont normés. Donc, ce coude ici, il a un angle qui est normé. Donc, on le retrouve dans le commerce, il n'y a pas de souci. Pour le reste, en réalité, ici, vous voyez qu'en fait, on a un coude qui a un angle plus fermé. Et c'est indispensable pour pouvoir, comme je le répète, insérer la pièce complète dans la machine. Et c'est à cause de ce coude qui n'est pas normé que donc des artisans doivent intervenir en réalité. Parce que si vous imaginez que s'ils trouvaient la pièce dans le commerce, en fait, ils auraient juste un assemblage à faire et bon, quelques soudures et ils disposeraient de la pièce. Seulement, ça n'existe pas du tout et ce n'est pas fait. Et ça ne sera jamais produit en réalité parce que c'est que pour des cas exceptionnels. Et donc, vous avez cette première partie qui est un coude qui n'est pas normé et vous avez aussi cette partie-là où en fait, vous voyez que ici, on a une jonction entre la partie du tuyau et la partie en bronze triangle, une jonction qui est vraiment faite à la main. Ça se voit enfin, à la main avec des outils, mais par un artisan. Ça a été soudé. Ça a été correctement soudé, hein. Il n'y a pas de fissure, c'est complètement étanche. Par contre, sans l'intervention humaine, en réalité, c'est impossible de faire cette pièce. Donc, à l'heure actuelle, le client n'a pas de process industriel pour fabriquer cette pièce. Donc, précisément ce coude-là. Donc, nécessité d'intervention des artisans qui passent beaucoup de temps à réaliser uniquement ce coude. Vous me direz, souder la partie tubulaire, c'est assez facile, je pense, pour un plombier. Ça demande un petit peu plus de temps pour venir avoir un bon angle pour ce coude-là. Et par contre, ça demande encore plus de temps de travail pour obtenir en fait ce coude d'injection. Il y a un premier temps qui est de la découpe. Il y a un deuxième temps qui est de la chauffe pour venir vraiment aplatir les parties pour que ça passe pile dans la machine pour laquelle cette pièce existe. Et ensuite, on a la soudure ici sur la pièce en bronze qui doit après coup être retravaillée parce qu'en réalité, ici, on a une partie qui est totalement plate qui va s'insérer dans un piston, en tout cas à côté d'un piston. Et on doit vraiment
la soudure, bon, vous ne pouvez pas le sentir, mais avec mon doigt, je le sens. La soudure effleure vraiment cette partie. Elle ne peut pas dépasser, sinon ça risquerait d'endommager la machine pour laquelle la pièce est faite, tout simplement. Donc, voici un parfait exemple d'une pièce qui est faite dans un premier temps, pour une partie qui est faite industriellement, et dans une autre partie qui est faite de façon artisanale. Et aujourd'hui, ça coûte beaucoup d'argent de fabriquer en réalité cette pièce dans son intégralité, puisque on a dans un premier temps un process industriel et dans un deuxième temps un process artisanal qui doit être fait sur place. Donc ça nécessite le déplacement des artisans et leur occupation, donc le travail à réaliser qui est la soudure et le fait de tordre la pièce pour avoir le coude à cet angle-là, et ensuite le travail de cette partie-là. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est un très, très bon exemple. Le but ici, pourquoi rétroconception? Alors, la rétroconception, généralement, on l'utilise soit pour la réparation, soit pour la copie d'objets, tout simplement, où en fait, on a acheté un objet chez quelqu'un, mais ce quelqu'un ne distribue pas les plans. Donc, il faut bien, si on veut pouvoir reproduire cette pièce, il va bien falloir partir de l'existant. Ou alors, pour le cas qui nous intéresse, c'est pour l'innovation, l'amélioration. Ici, le but étant de pouvoir industrialiser le process de création de ce tube afin de, vous imaginez bien, afin de réduire le temps de production, les coûts de fabrication et les délais d'approvisionnement, tout simplement. Parce que sans artisan pour réaliser cette pièce, on ne peut pas avoir cette pièce. Donc, si jamais il y a un souci au niveau de la main-d'œuvre, on est bloqué. Et les délais de fabrication sont un élément majeur pour mon client qui le pousse vraiment à passer par de la rétroconception et voire de la fabrication. Alors là, on va parler purement de fabrication additive, puisque on est sur des nombres, des quantités de pièces qui sont malheureusement pas assez importantes pour créer une chaîne complète de fabrication, ainsi que des moules. Mais heureusement pour tous ceux qui aiment la fabrication additive, c'est des quantités qui sont raisonnables pour commencer à penser à fabriquer de manière automatisée avec des imprimantes 3D ces pièces-là. Alors, la rétroconception, comment ça se fait? Comment on fait du rétro-engineering? Soit on va partir de zéro. Donc, partir de zéro, ça serait reprendre toutes les côtes avec un super pied à coulisses ou des règles ou tout outil de mesure et de faire un design complet. Mais vous imaginez bien que dans ce genre de cas, prendre des côtes, alors prendre la longueur du tube, ça ne serait peut-être pas un problème, mais par contre, reproduire tous les angles de façon précise. On a un angle qui est normé ici, donc on le connaît, mais par contre, cet angle-là, il va falloir y aller à tâtons. Et cette pièce-là, il va falloir y aller encore plus à tâtons, parce qu'on est vraiment sur une pièce qui est faite par un homme. Et tout en sachant que, je ne vous ai pas dit, c'est que 3 personnes interviennent lors de la fabrication de ces pièces, 3 artisans, et à chaque fois, les pièces sont différentes. Alors, elles remplissent toutes leur rôle. Par contre, il faut comprendre que chacun des artisans intervient à sa manière. Les angles ne sont pas exactement égaux au degré près entre un artisan et un autre. Donc, on a quand même une variabilité en fait dans la création de cette pièce qu'on veut tout simplement éradiquer. En fait. On veut avoir une et une seule pièce qui fonctionne de la meilleure façon possible. Et donc, prendre des côtes là-dessus, j'en reviens à la prise de côte, ça va être compliqué, ça va être fastidieux.
La deuxième solution du comment, c'est plutôt partir de plans. Mais ici, on n'a pas de plan. Clairement, on est sur des tubes qui sont assemblés par un homme et c'est au savoir, c'est fait par l'expérience en fait, en réalité par les artisans. On n'a aucun, si ce n'est le diamètre du tube, l'angle du coude ici, on ne peut pas avoir de plan précis de cette pièce. Donc, deuxième solution, ça ne va pas s'adapter facilement à notre cas d'utilisation. Et le troisième, celui qui, moi, m'intéresse le plus et que j'utilise le plus, c'est par le scan, tout simplement. Le scan, c'est disposé. Alors, le scan, ce n'est pas forcément un scanner, comme on peut le comprendre. Ça peut être des photos aussi, parce qu'après, je vous expliquerai, dans le logiciel de Fusion, on peut partir de photos qui sont appelées des canevas. Mais il faut savoir que si on dispose d'un scanner, c'est quand même beaucoup plus facile. Néanmoins, c'est un matériel qui vaut beaucoup plus cher qu'un appareil photo et qu'il faut pouvoir maîtriser et ensuite intégrer au processus de conception grâce à des logiciels. Donc ici, grâce au scan, on n'aura pas besoin de plan. Par contre, il nous faut une capacité de scan. Donc, comme je le dis, soit des appareils photo, soit un scanner. L'appareil photo marchera, mais le scanner nous fera gagner encore plus de temps. Parce qu'il faut savoir que, règle d'or, c'est qu'un scanner, dans le processus de rétroconception, ça ne nous rend pas une pièce parfaite. Ça, il ne faut pas rêver. On va scanner, alors pour les très très bons scanners, dans des budgets qui sont entre 5 et 10 000 euros, on est déjà à ces sommes-là. Les scanners vont nous reproduire des modèles à 0,1 mm près. Mais en réalité, c'est pas là. Comment dire ? En réalité, c'est pas exactement la pièce. Parfois, il y a quand même des différences. Donc, il y a nécessairement un passage dans un logiciel de conception après un scan, ou tout du moins un logiciel de manipulation de nuages de points, donc des mèches, tels que Mesh Mixer ou tout autre logiciel qui permet de manipuler ces nuages de points. Donc ici, le cas qui nous intéresse, c'est de la rétroconception avec un scanner de type Shining, Einscan, qui est un scanner qui oscille entre 5 et 10 000 euros et qui a une précision entre 0,1 mm. Et on va passer aussi par le logiciel de conception de Fusion 360. On aurait pu passer par le logiciel de façon intermédiaire. On aurait pu passer par Mesh Mixer, qui est un très bon logiciel de manipulation de nuages de points. Seulement, ici, on n'en a pas besoin. On va passer immédiatement par Fusion 360 avec l'utilisation d'une fonction qui est très, très cool, entre guillemets, à utiliser dans Fusion 360, c'est les plans de coupe Mesh. Donc, je vais vous montrer en quoi ça consiste dans le logiciel Mesh. Donc, ici, voilà, vous avez la pièce devant vous. Maintenant, je vais passer au logiciel Fusion 360. Et je vais vous montrer en quoi ça consiste. Ça consiste le rétro-engineering. Par contre, j'ai juste oublié, je vais vous montrer le résultat en fait du scan, tout simplement, pour vous montrer la première étape qui est informatisée lors de la rétroconception, c'est la visualisation de la pièce qui a été scannée. Donc pour ça, je lance le logiciel de mon scanner. Donc ici, le but, ce n'est pas de vous faire le scan en live. Ça prendrait quand même un petit peu de temps, même si, pour info, le scan de cette pièce avec une matière matifiante, parce qu'elle est un petit peu brillante, donc on va la matifier pour augmenter les points qui seront relevés par le scan. Ça m'a pris une quinzaine de minutes. Donc ici, on va ouvrir le projet. Work.
Florian, tu es toujours là? Oui, tout à fait, tout à fait. Ok. Je Ça suis se très passe bien? attentif. Tu entends Eh ben, hein, et tout? écoute, on Ok. t'entend très bien, on Ok. voit bien ton écran, donc Ok. parfait. Donc ici, bon, vous avez un logiciel de scan comme un autre. Hein, c'est ni plus ni moins que de la visualisation. Et vous avez, vous voyez en fait les différentes prises de vue du scanner. Donc ici, ce qui m'intéressait dans un premier temps, c'est vraiment d'avoir le tuyau au complet pour pouvoir ensuite avoir automatiquement les angles, ou en tout cas un éventail de mesures qui vont me permettre en réalité de repartir de zéro et de recréer une tubulure qui a exactement la forme de la tubulure en cuivre. Et ensuite, dans un deuxième temps, c'est le travail sur le coude. Donc, ça se fait en 2 étapes. Ici, comme on voit, on a un maximum d'informations. On en a même beaucoup trop pour ce qui est de refaire la conception du tuyau ainsi que le coude. Mais je désirais en fait vraiment avoir l'intégralité pour avoir le maximum de données en amont et pour ensuite que je puisse, moi je filtre ensuite ce dont j'ai besoin, uniquement ce dont j'ai besoin dans mon logiciel de conception Fusion 360. Donc voici le résultat d'un scan. Ça marche très très bien. Il ne faut pas hésiter à utiliser des fois du matifiant et vous pouvez voir qu'on est vraiment, on a des détails qui sont extrêmement bien. On a même les poinçons des numéros de série qui sont pourtant très 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 fins. Donc, on a les pas de vis. On n'a pas l'intérieur des trous, mais on s'en fiche, vous verrez, ça on n'en a pas besoin du tout. Donc, voilà le résultat d'un scan. Maintenant, je passe sur Fusion 360. Hop. Voilà. Alors, ici, je vous montre la pièce finale, en réalité. Donc, on a l'affichage. Donc, dans notre arborescence, on a notre mèche. En fait, c'est tout simplement le fichier qui a été exporté par mon logiciel de scan. Je l'ai importé grâce à la fonction d'insertion de Fusion 360, Insert Mesh, où ici, j'ai uniquement à sélectionner un objet STL ou OBJ et je vais l'insérer dans mon environnement Fusion 360. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout à l'heure, je vous ai dit que effectivement, je n'étais pas passé par Mesh Mixer. C'est une erreur de ma part. En réalité, j'ai utilisé Mesh Mixer uniquement pour faire des alignements. Parce que Mesh Mixer marche très bien aussi pour aligner des pièces dans l'environnement World. Ce qu'on appelle l'environnement World, en fait, c'est le cube en haut à droite où en fait, on a un repère orthonormé, 3 dimensions, X, Y, Z. Et Mesh Mixer me permet facilement de faire de l'alignement. Et donc ici, j'ai aligné tout simplement le bas de ma pièce sur le sol, tout simplement. C'était la seule contrainte qu'il me fallait. Après, la rotation sur l'axe Z, ça m'importe peu. Donc, j'ai uniquement fait de l'alignement sur Mesh Mixer. Alors ici, donc, comme je vous disais, vous pouvez voir l'intégralité de la pièce. Donc, je vais vous cacher. Hop, voilà, on a le mesh qui a été importé sur Fusion 360. C'est exactement le même mesh qui est issu du scan. Donc, afin de pouvoir travailler sur de la conception à partir d'un nuage de points, sur Fusion, il y a une fonction qui est, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, il y a une fonction qui est très très bien, c'est la fonction de création de plans de coupe à partir d'un nuage de points. Ce qui va me permettre en réalité d'avoir des profils à certains endroits du tube. Je vais vous les montrer, ils sont ici. Donc on va se mettre là, là, voilà. Par exemple ici, en fait, j'ai utilisé une fonction donc, qui s'appelle Create Mesh Section dans Fusion 360, dans l'espace de création, dans l'espace design.
ça me permet, en fonction, à partir d'un mesh, de créer une section de coupe, comme son nom l'indique, à partir d'un nuage de points. Et ce qui va me permettre ensuite de recréer un vrai cercle, un vrai cercle, hein, tout simplement, à partir de ce rond-là, à partir de ce profil-là. Et donc, l'étape, le but ici, c'est de multiplier au maximum le nombre de profils de coupe, donc les sections de coupe, pour avoir une forme globale, en fait. En tout cas, un patron sur lequel je vais pouvoir m'appuyer pour recréer ensuite une forme parfaitement cylindrique. Donc ici, j'en ai un premier qui est à droite. Ici, j'en ai un second. Ici, j'en ai un troisième, et ainsi de suite. J'en ai un quatrième ici. Alors, ce que vous remarquez, c'est que j'en ai pas fait une cinquantaine. J'en ai mis aux endroits, on va dire, stratégiques. C'est-à-dire que le premier, il est là. Il caractérise bien le cercle d'entrée et la position du cercle, l'angle du cercle, par rapport à mon plan de travail qui est le sol, on va dire, et la direction. Donc ça, c'est une information qui est importante pour moi parce que j'aurais pu le positionner à un autre endroit plus loin, mais par contre, j'aurais pas eu le début du tube, tout simplement. Et donc, comme je vous disais, aux endroits stratégiques, ici, pour moi, ça me semblait être un deuxième endroit stratégique, c'est avant le coude. Le troisième, on est après le coude. Le quatrième, on est avant le deuxième coude. Le cinquième, on est après le deuxième coude. Le sixième, on est avant le troisième coude. Le sixième, on est après le troisième coude, tout simplement. Et ensuite, j'en ai fait un ici, mais qui n'est pas forcément utile, puisque il est quasiment semblable au coude précédent, à la section précédente. Donc, toutes ces informations-là, elles me sont très utiles pour pouvoir, moi, recréer, donc refaire de la conception à partir de ces vues de coupe qui ont été créées par Fusion 360. Donc, vous voyez là, j'en ai plusieurs même. J'en ai deux autres. Elles ne me servent pas forcément, puisque ici, on est sur une partie qui est très spécifique, la jonction entre la tubulure et la pièce triangulaire. Et de toute façon, je vais devoir revenir dessus, je vais devoir la recréer. Donc là, je me suis permis quelques libertés sur la création de ce coude. Et donc, cette vue de section ne me sert pas forcément, celle-ci non plus. Alors, ici, donc, une fois que mes vues de coupe, alors je vais vous montrer, une fois que mes vues de coupe, hop, je vais les montrer ici, le sketch. Alors, je vais vous les afficher. Voilà. Alors, vous allez me dire là ici, qu'est-ce que ça représente? En réalité, c'est le chemin par lequel, le chemin qu'emprunte en fait le tube, tout simplement. Si je réaffiche le mesh, on voit bien que ça décrit dans la quasi-totalité le chemin que la tubulure emprunte. Et donc, à partir de ces sections qui ont été créées par Fusion, moi j'ai la possibilité en fait de recréer des cercles qui sont quasiment, alors là on parle au millimètre près, même un petit peu en dessous. Donc si vous voyez certains cercles, par exemple comme celui-ci, qui n'est pas exactement comme, alors en bleu, vous avez le cercle que moi j'ai recréé, et en orange, vous avez le cercle qui a été créé par la fonction Fusion 360, la fonction de coupe. Et donc, le but ici, c'était de recréer tout simplement un vrai cylindre, un parfait cylindre, et pas un tube qui aurait été altéré dans sa forme par la chaleur lors de
lors de l'usinage par l'artisan, c'est de recréer en fait des cercles parfaits et qui vont, en les additionnant, qui vont me recréer une tubulure tout simplement. Donc ici, alors je ne sais pas si je dois rentrer exactement dans les détails, mais je vais le faire pour là, mais après ensuite, je ne vais peut-être pas forcément le faire. Une fois que j'ai ma section de coupe, dans Fusion 360, je vais éditer le sketch. Le cercle, donc comme je le répète, le cercle orange, ce n'est pas moi qui l'ai créé, c'est la fonction dans Fusion 360. Donc vous pouvez observer qu'il y a vraiment, on n'est pas sur un cercle parfait, parce que ça c'est le résultat du scan tout simplement. Par contre, moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un cercle parfait. Et donc, dans ce sketch que j'édite, j'ai le cercle, dans un premier temps, j'ai le cercle orange. Et pour pouvoir créer un cercle qui soit quasiment le reflet du cercle orange, mais un cercle qui a été designé par moi, c'est une fonction dans Fusion qui s'appelle tout simplement Fit Curves to Mesh Section. Donc en fait, on va créer des formes qui vont essayer de coller au plus proche des vues des sections mesh qui ont été créées par Fusion. Donc, quand vous cliquez sur cette fonction-là, vous avez un petit panneau qui s'ouvre ici et vous avez la possibilité de choisir la manière dont vous voulez créer des sections, pardon, pas des sections, des lignes, des splines, des arcs de cercle, des splines qui sont fermés. Donc, dès qu'on a une section mesh qui est complètement close, on peut facilement recréer quelque chose qui va suivre la forme. Ici, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un cercle. Je vous expliquerai pourquoi par la suite, mais je vous donne un tuyau, entre guillemets, c'est qu'en fait, dans un cercle, on a un point central. Et c'est ce point central-là qui m'intéressait, tout simplement. Donc ici, j'ai cliqué sur un cercle, la fonction cercle, et ici, je sélectionne donc le trait orange qui a été créé automatiquement, et automatiquement, en réalité, là vous ne le voyez pas parce qu'il est déjà créé, mais Fusion m'a créé un cercle qui colle au plus proche des dimensions du cercle orange. Ça, c'est exactement la même chose que si vous aviez fait, disons que Fusion a créé automatiquement ce cercle-là, c'est comme si vous serviez de la fonction cercle avec 3 points. Ici, on voit bien qu'on a un point de contact, là où est ma souris. Ici, on a un autre point de contact. Et ici, on a un autre point de contact. Et donc, à partir de ces 3 points, Fusion est capable de recréer un cercle, tout simplement. Là, ce que je viens de vous expliquer, c'est vraiment la fonction la plus représentative de ma manière de faire du rétro-engineering sur Fusion 360. Je ne vais pas me compliquer la tâche à essayer de passer par la création d'un BREP dans Fusion à partir d'un mesh, parce que dans Fusion, on peut naturellement créer… hop, je vais… Alors, il y a un petit… On va attendre, voilà. Alors, dans Fusion, on pourrait très bien passer par la création d'un BREP à partir du mesh, qui nous donnerait un objet solide sur lequel on pourrait venir retravailler et faire des coupes, des split body, des extrusions, des révolutions, des choses comme ça. Tout simplement parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Fusion 360 n'accepte pas plus de 50 000 triangles ou faces, je ne sais plus, lors de la création d'un BREP. Et ça, moi, je trouve ça extrêmement gênant. Parce que lorsque vous sortez d'un modèle qui a été scanné, lorsque vous intégrez un STL qui est issu d'un scan, généralement, il a beaucoup plus que 50 000 triangles que ce que Fusion accepte. Et généralement, vous êtes obligé de passer par une réduction de la qualité, soit par un logiciel type Mesh Mixer avec une fonction Reduce,
ou d'autres comme Netfab et tant d'autres aussi que je n'ai pas besoin de citer. Mais par contre, ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça conclut à une réduction de la qualité, en fait. Et moi, je n'avais pas envie de passer par là. Donc, c'est pour ça que je passe par la fonction de création donc de section mesh, tout simplement. C'est une autre manière d'intégrer, en fait, dans Fusion 360, un design qui est issu d'un logiciel externe, tout simplement. Et cette fonction est très, très, très utile. Avant, je ne vous cache pas que je passais toujours par la conversion d'un mesh vers un BREP et je m'efforçais de réduire au maximum le nombre de triangles pour que ça puisse coller dans Fusion. Maintenant, je passe quasiment plus que par des sections mesh parce que c'est très rapide ensuite à utiliser. Et je pense aussi beaucoup moins gourmand en mémoire que la création d'un BREP qui aurait 50 000 faces. Donc ici, voilà, on est sur la fonction principale qui va me permettre ensuite de créer. Donc, vous voyez tous les cercles, en fait. J'ai créé un premier cercle, un deuxième cercle, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième et un huitième, et qui représentent exactement à 0,1 mm près le gabarit général de ma tubulure. Et donc, ici, pourquoi, alors je vous disais pourquoi j'ai créé des cercles, parce qu'en fait, il y a un point central. Et bien, ce cercle avec ce point central, ça va me permettre en réalité de relier, vous imaginez bien, de relier en fait tous les cercles entre eux par le point central. Donc, ça va être le chemin vraiment au point central qui va être décrit par les cercles, tout simplement. Et c'est ce que je vais vous montrer dans l'étape d'après. Hop, si je la retrouve, ici. Voilà. Ici, grâce à la création de Sketch 3D, Fusion 360 me permet de relier en fait les points, tout simplement, sans spécifier de plan ou de... parce qu'en fait, normalement, un segment sur Fusion 360, il se fait uniquement sur un sketch 2D. Et là, on passe sur un sketch 3D, ce qui nous permet en réalité de créer des relations entre les différents plans, des relations qui se caractérisent par des lignes, tout simplement. Et donc, une fois cette étape réalisée, il me suffit juste donc, de passer par la fonction sweep de Fusion 360, qui se trouve ici, qui crée donc à partir d'un profil, qui soit cylindrique, carré, rectangle ou autre, ça me permet de créer un solide à partir d'un profil qui va suivre un chemin. Et donc ici, moi j'ai tous les éléments pour créer ma tubulure, donc mon cercle de départ, qui est le même diamètre partout, qui est partout pareil sur tout le long de la tubulure, excepté pour les jonctions, les coudes. Mais en réalité, les coudes, ça importe peu. En fait, ils sont plus larges que la tubulure elle-même. Mais si nous, on peut être plus fin, c'est encore mieux puisque on ne risquera pas de venir gêner l'installation de la pièce dans son environnement, tout simplement. Donc, grâce à la fonction sweep, ici, hop, vous voyez, en fait, je vais pouvoir créer en fait une tubulure complète qui va représenter en fait mon chemin. Donc, je vais vous remontrer à partir d'ici. Je vais revenir sur l'historique ici. Et je vais vous montrer le tuyau. Et comme vous pouvez le voir, en fait, avec quelques fonctions, à vrai dire 3, la création de sections, mais à partir d'un mesh, la fonction fit curves, donc, qui permet de créer donc des formes normées à partir de sections de mesh, et un sweep, j'ai pu recréer en réalité la quasi-totalité de ma tubulure, et qui, comme on le voit, parfois superpose la tubulure et parfois ne la superpose pas, mais en réalité, comme je vous le répète, on est au millimètre près, même voire en dessous, et donc là, ça pose absolument aucun problème. Donc voilà pour la première partie. On a recréé la tubulure
ici, le but, c'est principalement de modéliser, dans un premier temps, la première étape demandée par le client, c'est de modéliser en fait le tube pour pouvoir en disposer d'un modèle informatique, donc d'un modèle qui puisse être pris en CAO, afin de pouvoir réfléchir à son industrialisation, tout simplement. Dans un deuxième temps, donc ici, la première mission est effectuée. En fait, on a vraiment la tubulure qui est… on pourrait calculer très précisément les angles grâce au logiciel qui nous les donnerait tous de manière très facile, au lieu de faire une prise de côte qui peut s'avérer aléatoire ou différente selon la personne qui va prendre les côtes, tout simplement. Donc la première étape est réalisée. On a la tubulure quasiment complète jusqu'au coude. Donc la deuxième étape ici, c'était de réaliser le coude. Le coude, c'est la partie qui est vraiment… alors je vais vous la montrer de façon finale, comme ça vous allez vraiment comprendre. Hop, et on a le tuyau. Ici, donc, on a le coude qui a été créé par différentes fonctions, vous verrez, je vais vous expliquer ensuite. On a un coude qui représente à peu près le coude qui est fait à la main par l'artisan. Là, par contre, on est sur un modèle CAO qui pourra être fabriqué en série et pour lesquels les pièces sont toutes identiques. Alors, il y a quelques travaux à refaire pour l'adaptation parfaite, mais dans un premier temps, on a une forme générale. Est-ce que, là, ce sera au client de déterminer si peut-être qu'il y a trop de matière à un endroit, est-ce qu'on ne pourrait pas retravailler un petit peu cet endroit-là pour telle ou telle contrainte? Ça, ce sera au client de le spécifier, tout simplement. Alors, le coude, pour réaliser ce coude, hop, je vais revenir ici. Non, ce n'était pas ici. Ups. Alors, bon, c'est pas grave. Alors, pour réaliser ce coude, c'est pour ça que je vous dis que c'est très important de maximiser le nombre d'informations en amont, donc au scanner, pour pouvoir en disposer ensuite, par la suite dans votre conception. C'est que je me suis efforcé en fait de scanner le triangle qui est lui complètement usiné pour obtenir, alors pour disposer des informations qui sont en réalité le couloir d'écoulement interne. En réalité, ici, ce qu'on voit, cette forme qui est sous ma souris, en fait, c'est par là que s'écoule le liquide. Donc, il me fallait, c'est une très grosse contrainte pour moi, pour pouvoir designer et modéliser un coude qui s'adapte parfaitement à la pièce. Une grosse contrainte, c'est d'avoir la forme du coude interne. Parce que si je viens avec ma modélisation obstruer une partie de cette ouverture, peut-être que ça ne va pas plaire au client, peut-être que ça va altérer le débit. Il y a beaucoup de contraintes en fait. Donc, il me fallait absolument respecter cette forme-là. Donc, grâce au scan, j'ai pu en disposer puisque je l'ai scanné. Donc, j'ai vraiment la forme de cette ouverture. Et ensuite, il me fallait… Alors, là, comme je vous ai montré, la pièce est soudée au triangle. Nous, le but, c'est de pouvoir… vu qu'on est sur potentiellement de la fabrication additive, on écarte la soudure parce qu'on n'est pas sur de la fabrication additive métal qui est hors de prix dans un premier temps pour le client, qui n'est pas du tout enclin à investir dans de la fabrication métal. Et on est plutôt sur du plastique polymère résistant à la chaleur et aux agents chimiques.
Le but, c'est de pouvoir fabriquer en fait donc cette tubulure et de pouvoir non pas la souder, mais plutôt la visser sur une pièce qui, alors je vous le rappelle, une pièce triangulaire qui est usinée. Donc, lui, le client, ça ne l'embête pas du tout, en fait, vu que c'est une pièce usinée, il dispose déjà de tous les plans, ça ne l'embête pas, en réalité, de rajouter 3 petits trous, ou 4 ou 5, s'il en faut 5, à l'usinage, qui seront uniquement des trous de fixation, dans lesquels il faudra un diamètre et un pas de vis, tout simplement. Ça, c'est vraiment… le client a bien compris qu'il fallait qu'il s'adapte aussi. Ce n'est pas la fabrication vous apporte tout sur un plateau d'argent, c'est à un moment donné, il faut que le client adapte ses process pour inclure la fabrication additive. Donc ici, moi j'avais besoin de la face du haut pour pouvoir savoir à quel endroit je peux positionner en réalité des trous pour la visserie. Parce que vous avez bien vu qu'il y a d'autres trous qui sont destinés à d'autres fonctions. Et je ne peux absolument pas placer mes trous là où je veux, sur un autre trou, par exemple, utiliser le trou qui est déjà existant, c'était hors de question. Donc, j'ai la face du haut qui me permet, donc, qui est une autre donnée très importante, qui me permet de savoir où je peux tout simplement placer les trous. Donc, je récapitule rapidement. Les informations importantes qui justifient d'avoir scanné la pièce triangulaire, c'est l'ouverture, donc le canal d'écoulement, la face du haut pour avoir le positionnement des trous, et ensuite, ce qu'il me fallait, c'était l'intégralité du scan pour savoir à quel endroit je vais pouvoir, en fonction de la tubulure que j'ai créée, recréer un coude, tout simplement. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'énormément d'informations, mais c'est quand même bien de disposer de plus d'informations que de commencer à s'imaginer ou de se poser des questions. Ça, c'est le début de la fin. C'est quand on n'a pas il nous manque des informations, tout simplement, pour bien travailler et autant en avoir le plus possible. Et donc, pour la réalisation de ce coude, en réalité, alors je pense qu'à certains, j'apprendrai rien, à d'autres, peut-être que ça va être très intéressant. J'ai tout simplement utilisé une fonction le mode sculpt dans Fusion 360, qui est un super mode de création de formes où on a vraiment on a une grande aisance à créer les formes que l'on souhaite. Et je vais vous le montrer en détail. Hop, le tuyau ici. Donc, la partie… Alors, comment je vais pouvoir vous montrer précisément? Alors, par exemple, la partie en bleu ici que vous voyez, en fait, c'est le coude, mais en interne. C'est la partie que je vais extruder. Donc, je vais soustraire à la partie au coude général. C'est uniquement pour le flux, l'écoulement du liquide. Ces parties-là ont été réalisées donc par la création, le mode sculpture, tout simplement parce qu'en réalité, avec une fonction shell toute bête dans le mode solide de design, j'arrivais pas en fait à avoir un canal aussi bien fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la fonction shell, elle est très simple d'utilisation, mais par contre, elle fait des choses simples aussi. Elle ne cherche pas, elle est un petit peu bête et méchante, elle enlève de la matière, comme son nom l'indique, elle enlève de la matière avec une épaisseur, tout simplement. Elle ne cherche pas à savoir si à tel ou tel endroit, il y a peut-être pas assez de matière, du coup, elle va peut-être en enlever moins, ou est-ce qu'il y en a trop? Et donc, c'est pour ça que ça justifie le passage par la fonction, dans le mode sculpture, la fonction bridge en réalité. Ici, si je vais en détail en mode sculpture, donc vous voyez en fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement fait une extrusion de la partie basse qui, je sais, fait exactement 3 mm.
afin de disposer d'un profil, en fait, d'une spline, en fait, en réalité, dans le mode sculpture, qui est important parce que sinon, on ne peut rien faire. Et j'ai aussi créé une extrusion du tube qui est ici, mais on ne la voit pas parce qu'elle est très fine. Mais c'est tout le cerclage en réalité. C'est les deux cercles qu'on voit ici. Alors, je vais cacher. Voilà, je vais cacher. Ici, voilà, on a une base, on va dire, qui serait caractérisée par les rectangles que vous voyez ici. Et on a une destination qui est le cercle, les deux cercles ici. Le cercle interne, c'est pour l'écoulement. Le cercle externe, c'est tout simplement la face externe de ma tubulure. Et donc, ici, vous avez une fonction qui est très, très sympa, qui est le bridge, qui nous permet en fait de créer des ponts entre deux profils en mode sculpture. Et ça fait souvent, ça fait des miracles. Ça nous évite bien des tracas avec les fonctions basiques qui sont dans le mode solide. Ici, on a le choix vraiment de créer autant de faces qu'on veut. Donc, ça pousse le détail au maximum. Et donc ici, tout simplement, je dispose donc de mes deux coudes, le coude externe et le coude interne, qui ont été faits uniquement par une fonction bridge. Donc, je ferme la forme sculpture, l'environnement sculpture. Et donc, ensuite, je vais revenir dans l'historique. Donc, vous voyez ici, j'ai mes deux formes. Hop. Je vais essayer de vous montrer ça bien. Je vais fermer ça. Alors, la forme extérieure, elle devait respecter une contrainte qui était la hauteur de ces faces-là, qui doit être 3 mm, parce que ça représentera le cerclage pour alors, je ne sais pas si je vais être clair, mais comment je vais vous montrer ça ici. Non, ici. Bon, ici. Voilà, en fait, ma fixation, mes pattes de fixation, qui sont ici, elles font 3 mm de haut. Donc, mon coude externe, il devait absolument respecter. Il devait venir vraiment coller à ces pattes de fixation-là. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait de cette forme-là. Et ensuite, si on revient ici, hop, vous voyez par contre que le coude interne, lui, il est beaucoup plus, il est moins abrupt que le coude externe. Et ça permettra de faciliter clairement l'écoulement parce qu'on a des formes arrondies. Et il n'y a pas de chance que, en tout cas, ça optimise l'écoulement des flux à l'intérieur. Et donc pour la suite, une fois que je dispose de ces profils-là, de ces faces, il me suffit tout simplement en fait de créer donc par les fonctions surface patch, je crée en réalité des patchs ici pour fermer la forme et ensuite pour pouvoir avoir accès à la fonction boundary fill qui va me permettre de créer des solides à partir de volumes qui ne sont que des surfaces. Et une fois que j'ai ça, je dispose de solides, des vrais BREP, pour revenir à ce terme-là, un peu barbare. Et donc, j'ai mes deux solides. Hop. Alors, j'ai le solide externe et à l'intérieur, j'ai le coude interne tout simplement qui viendra être découpé par extrusion. Et ensuite, donc, je vais revenir à la fin complète si l'ordinateur veut bien réagir. Allez, voilà. Et ensuite, la dernière
contrainte, donc c'était de pouvoir fixer. Alors cette patte-là, elle est un petit peu chiante entre guillemets, mais elle est totalement justifiée parce que quand on regarde la pièce de façon générale, en réalité, je suis obligé en fait de mettre un point de fixation à cet endroit-là parce que sinon, il y aurait un risque que l'étanchéité soit pas bonne au niveau des faces ici en fait. Hop, mince, hop, hop, hop. Ici, on aurait un risque que l'étanchéité soit pas bonne si on n'a pas un point de fixation. Donc 3 points de fixation, c'est un minimum. Si par la suite le client me dit qu'il en faut plus, ce n'est pas grave, on en mettra plus. Néanmoins, pour l'instant, on est sur normalement une étanchéité qui est assurée. Si au terme des tests qui sont faits, on montre qu'il y a pas d'étanchéité, qu'il y a un problème d'étanchéité, on reviendra dessus, mais de façon facile puisque on est dans les dernières étapes. J'ai voulu volontairement privilégier ces pattes de fixation en dernier parce que c'est vraiment un élément qui est pas qui reste variable et sur lequel je pense qu'on reviendra, mais de façon facile dans le design, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de nécessité de revenir très haut dans l'historique de création, et ce qui pourrait poser problème, parce que vous le savez que des fois, ça demande beaucoup de patience pour pouvoir enchaîner les conceptions sans qu'elles soient pour qu'elles soient indépendantes les unes des autres. Si jamais parfois on fait une modification en début d'historique, ça peut venir impacter tout le reste. Et là, alors malheureusement, ça nous oblige à retravailler un petit peu, à corriger les éléments, ou alors tout simplement, il faut s'efforcer de créer de façon distincte. Il faut essayer de séparer, comme je vous disais, il y a deux parties dans ma conception. Il y a d'abord la tubulure et ensuite la création du coude. Ce n'est pas les deux en même temps. Parce que sinon, si j'agis sur l'un et que ça commence à modifier l'autre, c'est la catastrophe, ça va me demander beaucoup plus de temps. Donc il faut vraiment scinder par étapes la conception. Et donc ici, on a le fait de créer cette patte-là, vous comprenez bien que si je ne venais pas retravailler ma tubulure ici, je serais dans la capacité en fait de faire passer une quelconque vis. Donc, le fait de créer cette patte-là, ça m'a obligé à venir retravailler un petit peu cette partie-là, mais ce n'est pas extrêmement grave. Je vais vous montrer, hop, comme ça. Voilà. Ici, on voit que ça vient obstruer un petit peu le canal d'écoulement. Mais en réalité, ça ne le bouge pas complètement, ça ne le bouge pas à moitié, ça prend un gros quart. Mais de toute façon, on y est obligé. Ça sera quelque chose à prendre en compte lors de l'installation, c'est qu'on est… Ou alors on supprime la patte qui est ici et on se débrouille autrement pour rétablir l'intégralité du canal d'écoulement, ou alors on accepte cette contrainte-là. Parce que ce qui est important, c'est que donc, fabrication additive, comme je vous disais, ça nécessite de l'adaptation aussi de la part des industriels. Ça n'apporte pas tout sur un plateau d'argent et comme on pourrait le croire, ce n'est pas sans contrainte. La fabrication additive, elle a aussi ses propres contraintes et de la même manière que les machines à outils traditionnelles. Mais c'est vrai que la fabrication additive permet quand même de faire plus de pièces un petit peu, tout simplement peut-être impossible à faire avec des machines outils traditionnelles.
et de s'affranchir aussi de certaines contraintes. Et donc, là, la rétroconception, pour moi, elle est terminée. Il s'agit juste donc de valider que cette pièce peut être imprimée en 3D, tout simplement, parce que à un moment donné, si elle devient trop compliquée ou qu'elle est trop fragile, imprimée en 3D, ça n'a aucun but. Vraiment, le but est nul. Ici, il suffit tout simplement de lancer un logiciel de tranchage et d'importer la pièce. Ici. Hop. Alors, on a différentes possibilités pour positionner la pièce. Soit on la positionne, soit on choisit de privilégier la planéité à ce niveau-là, au niveau du coude qui va venir être fixé sur le triangle en bronze. Par contre, alors lors de l'impression, il y a différentes choses à prendre en compte. C'est les forces qui vont être appliquées sur le tube. Ici, si on avait des forces verticales, c'est-à-dire de haut en bas, ça serait intéressant de l'imprimer de cette manière-là, puisque le fait de... Alors, hop, si on le tranche, le fait d'accumuler les couches de cette manière-là, ça va nous apporter une solidité pour les forces qui seront appliquées sur la pièce, comme je le dis, de haut en bas. Donc, c'est comme si on voulait tordre la pièce, tout simplement. Mais ici, bien heureusement, en fait, on n'a pas de contrainte. La pièce est installée. Elle est installée et il n'y a aucune contrainte mécanique sur la pièce. Elle est juste là pour faire l'écoulement d'un liquide. Donc, on pourrait très bien l'imprimer comme ça, en mettant du support. Hop. Voilà, on met du support. Et on aurait une pièce qui nécessiterait un tout petit peu de retraitement derrière, mais pas grand-chose. Ou alors, tout simplement, de l'imprimer de façon verticale aussi, ce qui va nous limiter la quantité de support. Et ça ne pose aucun problème pour les contraintes, en réalité, les forces qui sont nulles sur cet objet. Donc, on a vraiment le choix en fait, de l'imprimer comme on le souhaite. Soit à l'économique, soit à la finition. Parce que vous vous doutez bien que si je l'imprime de manière plate, on n'aura pas la même finition sur le dessous que le dessus. Ici, si je l'imprime de manière verticale, dans un premier temps, je vais pouvoir limiter la quantité de support. Et dans un deuxième temps, j'aurai une finition qui sera quasiment la même partout sur tout le long de la tubulure. Ici, je rajoute juste un tout petit peu de support. Hop, ajouter un générateur. On va mettre un support ici. Voilà. Et on va l'étendre pour venir supporter la pièce ici. Voilà. Et on va mettre quand même un petit peu de... On va mettre une bordure pour s'assurer qu'il n'y ait pas de décollement de pièce. Et on slice. Alors, pardon, excusez-moi. Hop, uniquement pour le générateur. Et voilà. Et ici, on a une pièce qui... alors, on pourrait augmenter la bordure. Ce n'est pas ça qui va nous augmenter le temps d'impression. Et ça maximisera la fixation de la pièce sur le plateau. Et on a un tout petit peu de support ici. Bon, je l'ai mal positionné parce que c'est plutôt pour la partie ici. Voilà. Et voilà. La pièce est prête à être fabriquée.
Ça prend 8 heures de temps pour la machine que j'ai. Après, ça peut en prendre plus ou moins selon le matériel qu'on utilise. Et qu'est-ce que ça nous a apporté? Ben, tout simplement, alors pour résumer, on a fait cette rétroconception pour pouvoir disposer d'un modèle CAO. Donc, on en dispose avec Fusion 360. On peut apporter les modifications qu'on veut. Donc, tout à l'heure, je vous disais pourquoi de la rétroconception. Là, on est plutôt dans l'industrialisation d'un process, mais ça ne nous empêche pas de faire de l'innovation ou de l'amélioration, tout simplement. Si on trouve que la pièce doit disposer d'une fonctionnalité de plus, eh ben, on n'a qu'à l'ajouter dans le logiciel de conception. Ça nous apporte donc l'automatisation. Donc, on a un modèle qui sera répété. On n'a plus de pièces qui pourraient être différentes selon tel ou tel opérateur ou artisan. Et clairement, alors, un gain de temps. Alors, peut-être que vous avez déjà eu ce genre de remarque où, en fait, les gens trouvent que ça prend plus de temps par rapport à un artisan. Peut-être que l'artisan, lui, met, on va dire, 4 heures à fabriquer cette pièce. Donc, tout de suite, les gens se disent par réflexe, se disent, bah non, mais attendez, ça prend 2 fois moins de temps de faire ça par un artisan. Alors, moi, ce que je réponds dans ces cas-là, c'est tout simplement que, effectivement, peut-être que ça prend 2 fois moins de temps par un artisan, mais par contre, parce qu'il y a des si à chaque fois vous avez une pièce qui est différente, est-ce que vous pensez être en capacité de maîtriser votre process? Donc, généralement, la réponse, elle n'est pas oui, elle n'est pas non non plus, mais est-ce que si l'outil de production, donc la main-d'œuvre, si elle est absente, comment vous faites pour produire? Vous avez perdu votre moyen de production. En outre, c'est un petit peu dur à dire ça dans un premier temps, mais malheureusement, c'est la réalité et il faut que les gens évoluent. Généralement, j'ai la remarque qui me dit oui, mais là, vous supprimez des postes. Parce que si j'utilise un outil, mon employé, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, ce que moi, je réponds à ça, c'est que votre employé, il a une expérience, il a des compétences. C'est pas quelque chose qui est fini, c'est-à-dire qu'il peut monter en compétences et c'est à vous de faire le choix de le faire monter en compétences. Pourquoi, par exemple, ne pas le former à devenir technicien d'impression 3D ou de fabrication additive? Dans son métier, ça fera une évolution. Après, les salaires, les choses comme ça, moi, j'aborde jamais ça. Je parle pas de ce qui ne me regarde pas. Par contre, ça fait vraiment évoluer le salarié au sein de son entreprise. Il fait de nouvelles choses. Et derrière, ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, 4 heures d'un employé, ça vaut beaucoup plus cher que 8 heures d'une imprimante 3D. Tout simplement parce qu'une imprimante 3D, elle n'a pas de charge à payer. Et ça, clairement, c'est une notion qui est très importante pour les industriels qui choisissent de passer à l'industrialisation. Et comme je vous répète, ici, on est sur des quantités qui ne sont malheureusement pas assez importantes pour développer toute une chaîne de production. Mais par contre, la fabrication additive, elle est parfaitement, elle est parfaite pour cet emploi, tout simplement. Donc, c'est très facile à justifier derrière, même si on a un temps de création, de fabrication par une imprimante qui est peut-être plus important que par un ouvrier. En regard des avantages que ça apporte, c'est rédhibitoire. Donc après, c'est le travail des commerciaux et ça, c'est pas mon travail. Mais néanmoins, voilà, on est passé par une phase de rétroconception complète.
On a répondu aux besoins d'un industriel qui désire maîtriser donc, ses coûts de fabrication. Puisque ici, on sait qu'une pièce, ça va prendre 8 heures et 7 minutes et 53 secondes pour être précis, et pas 9 heures ou 10 heures selon les conditions de travail qui pourraient être altérées pour un salarié. Donc, on a une maîtrise des temps et des coûts de production. On a une maîtrise de l'outil de production, clairement. Les machines peuvent tourner 24 heures sur 24, là où un salarié, à part si on fait des roulements, ce qui impose une logistique, une organisation, de l'administratif. Voilà, on simplifie énormément de choses grâce à cette rétroconception pour l'industrialisation d'une pièce. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Il ne faut pas hésiter à emmener vos partenaires sur ce terrain-là. Ça fait dans un premier temps un petit peu peur, mais la rentabilité, elle est au rendez-vous à quasi 95% des cas, puisque de toute manière, une entreprise qui n'innove pas, elle va se faire concurrencer, clairement. Et aujourd'hui, on est sur un outil qui devient indispensable tout simplement pour les industriels, comme pour tout autre, comme on peut le voir avec les événements aujourd'hui, comme pour tout autre domaine. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que j'ai pas été trop long et j'ai pas été trop complexe dans mes explications.